La Première présente. JFK, 60 ans de mystère. Absolute panic here in the basement of Dallas Police Headquarters. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Épisode 6. Crime organisé. From Dallas, Texas, the flash, apparently official, President Kennedy died at 1 p.m. Central Standard Time. La nouvelle est officielle, maintenant le président Kennedy est bien mort. President is dead. Do you have any reaction to that? It's real sad. That's the only man that I got my trust in for president. But all we can do now is pray for him. I can't see how anyone could think of doing such a thing. Depuis 60 ans, les thèses complotistes les plus invraisemblables fleurissent au sujet de l'assassinat de Kennedy. Mais si certaines d'entre elles font sourire, d'autres semblent plausibles et seraient dignes d'être considérées si nous avions le moindre élément concret de preuve qui validerait telle ou telle hypothèse. Le procureur Vincent Bugliosi, célèbre pour avoir instruit l'affaire Charles Manson et O.J. Simpson, a consacré un ouvrage extrêmement complet sur l'assassinat, Reclaiming History, The Assassination of President John Kennedy. Dans les années 80, il a été contacté par la télévision anglaise pour être le procureur dans la reconstitution d'un procès de Lee Harvey Oswald. Gorian Delpature, journaliste, auteur du documentaire Kennedy, pourquoi toujours un mystère ? Lee Harvey Oswald est mort, assassiné par Jack Ruby le 24 novembre 1963. Il n'y a pas eu de procès, mais la télévision anglaise a voulu organiser un procès dans les conditions du réel, c'est-à-dire avec un vrai juge du Texas, avec un procès organisé à Londres, mais avec une salle d'audience qui ressemblait à une salle du Texas, avec un vrai avocat pour Oswald, un vrai procureur, un vrai jury et des vrais témoins. Ils n'ont pas eu Marina Oswald, mais ils ont eu les vrais témoins d'assassinat, les vrais médecins, les médecins de l'autopsie, ils ont eu tout le monde. Et donc, Bugliosi a été désigné comme procureur. Il s'est renseigné, il a analysé l'affaire, il a tout analysé, il a participé au procès comme procureur. À quoi aboutit le procès ? À une condamnation d'Oswald. Le jury a conclu à la culpabilité indubitable d'Oswald et Bugliosi a publié, des années après, un immense livre, Reclaiming History, où il raconte tout ce qu'il sait sur l'assassinat de Kennedy. Il raconte ce qui s'est passé durant 4 jours à Dallas entre le 22 novembre et le 25 novembre, et puis il analyse la vie d'Oswald, les rapports des commissions, les théories du complot, et c'est le livre le plus complet qui détricote, mais totalement les théories du complot, le film d'Oliver Stone, tout ce que vous pouvez imaginer. Et c'est un livre remarquable. Le travail de Vincent Bugliosi est scientifique, sans thèse de départ. Toutes les pistes sont explorées et il ne retient que celles pour lesquelles les preuves sont avérées. 53 éléments plaident pour la culpabilité d'Oswald. Lorsqu'on lui parle de complot, de possibles liens d'Oswald avec la CIA, avec la mafia, la réponse du procureur est simple. C'est une hypothèse, trouvez-moi la preuve, je n'en ai pas une seule. Cependant, il est vrai que l'enchaînement des événements dans l'assassinat de Kennedy est dramatique et qu'il soulève beaucoup de questions. Qui avait intérêt à voir le président Kennedy disparaître ? Qui lui en voulait au point de le tuer ? Ils sont nombreux, les pétroliers texans, l'extrême droite, les ségrégationnistes, les procastristes, les anticastristes, la CIA et la fameuse mafia. Happy birthday, Mr. President. Happy birthday to you. John Fitzgerald Kennedy est connu pour avoir de nombreuses maîtresses et des besoins sexuels considérables. Son surnom ? Monsieur 2 minutes. On ne compte plus les fois où il s'isole avec une femme et en revient 5 minutes après montre en main. Le parrain et syndicaliste Jimmy Hoffa connaît la faiblesse de Kennedy. Quoi de mieux que de lui donner des femmes qui endosseront non seulement le rôle de maîtresse, mais également celui d'espionne. Marilyn Monroe, l'amie de Sinatra, connaissait les membres du crime organisé, dont Sam Giancana, le parrain de Chicago. Judith Campbell, la petite amie de ce dernier, atterrira également dans le lit présidentiel. Sam Giancana lui dira d'ailleurs « Si tu ne me connaissais pas, tu n'aurais jamais été à la Maison-Blanche ». Le but pour la pègre, ce serait de compromettre le président afin de lui proposer un marché. Mais pourquoi ? À la mort de Kennedy,
le FBI enregistre plusieurs conversations émanant des parrains de la mafia. Il se plaignait que les Kennedy ne lui aient pas renvoyé l'ascenseur après ce qu'ils avaient fait pour eux. On pourrait faire assassiner Sinatra pour lui donner un avertissement. Non, j'ai un autre plan, répond le parrain de Chicago, Sam Giancana, qui a été convoqué par la deuxième commission d'enquête, la HSCA. Mais peu de temps avant son rendez-vous, il est abattu de 2 balles dans la nuque. Au moment de l'enquête du comité de la Chambre des représentants, la mafia a été mise en cause. Thierry Lenz est historien, il se questionne par rapport à la thèse officielle. Et donc le comité décide d'entendre des patrons de la mafia. Vous voyez où nous en sommes. Et Sam Giancana a été convoqué devant cette commission. Et il se trouve que quelques semaines avant de comparaître, au moment où il se faisait innocemment cuire des saucisses dans une poêle, il reçoit non pas ses saucisses, mais 2 balles dans la nuque et excite Sam Giancana qui ne pourra pas témoigner à ce moment-là. Alors, il y avait des tas de raisons d'éliminer Sam Giancana, mais on avouera que la concomitance fait que on est en droit de se poser des questions. D'autant plus qu'après la mort de Sam Giancana, le FBI enregistre la conversation d'un autre parrain de la pègre, Santos Traficante. Évidemment, aucun des parrains de la mafia n'a convoqué la presse pour avouer l'assassinat de Kennedy. Beaucoup d'entre eux, au moment de leur décès ou juste avant, Carlos Marcello, Santos Traficante, le bien nommé, sur leur lit de mort, ont fait des confidences. Alors maintenant, est-ce que c'était pour se faire valoir, pour montrer qu'ils avaient eu une grande carrière qui n'était pas seulement celle de la pègre, mais qu'ils étaient aussi intervenus dans l'histoire du monde? Ça, on ne pourra pas le dire, mais il se trouve que beaucoup de gens ont parlé à la fin de leur vie, ou même par des confidences faites ici ou là. Mais ce qui est important dans l'affaire Kennedy, c'est pas d'avoir les aveux de Carlos Marcello ou Santos Traficante ou Sam Giancana. C'est le reste, c'est le faisceau des faits, des indices sûrs et concordants, comme on pourrait dire, qui montrent que tout ça est le résultat de ce que la commission du Congrès a appelé une conspiration. À propos de Traficante, la HSCA écrit: il avait le mobile et les possibilités de faire assassiner le président Kennedy. Sa stature dans le syndicat du crime, notamment dans le trafic de drogue, et son rôle de chef criminel au travers de la communauté cubaine en exil, lui fournissaient la capacité de préparer une conspiration contre le président Kennedy. La nouvelle est officielle. President Kennedy, Le président Kennedy est bien mort. at 1 p.m. Central Standard Time. Quels sont les liens des Kennedy avec le crime organisé et pourquoi la mafia aurait-elle voulu se débarrasser de JFK ? Pour le comprendre, il faut remonter le temps aux origines des Kennedy. Les Kennedy sont une famille d'origine irlandaise qui ont quitté l'Irlande au moment de la Grande Famine au 19e siècle. Nicole Bacharan, politologue, spécialiste des États-Unis. Quand les pommes de terre irlandaises étaient atteintes par une bactérie, un microbe, en tout cas par une vraie destruction des récoltes, il y avait une véritable famine en Irlande. Et c'est à ce moment-là que les arrière-grands-parents sont partis et sont arrivés à Boston, comme beaucoup d'Irlandais dans cette période du 19e siècle. Rose Fitzgerald, la mère de John, épouse Joseph Kennedy, dit Joe. Il s'établit comme un véritable chef dynastique. Joe Kennedy, donc Joseph, est le père de cette nombreuse fratrie. C'est les filles et les fils en particulier qu'il destine à des grandes carrières. Il a 4 fils, Joseph, John, Bob et Edward. Et il les destine à de grandes carrières politiques et il veut vraiment que les fils intègrent les grandes institutions de la bourgeoisie de Boston, dont l'université de Harvard. Et Joe Kennedy lui-même a cette fortune acquise par la famille, par des moyens plus ou moins légaux, mais en tout cas, au début du XXe siècle, c'est quelqu'un de vraiment très très riche. Et il a une multiple carrière. Il est notamment producteur à Hollywood. Il
se débrouille pour échapper à la crise financière de 1929 qui a ruiné tant d'investisseurs comme lui. Il parvient à préserver ses biens, sa fortune. Alors Joe Kennedy, il réalise de très bonnes affaires au moment de la crise de 29 parce qu'il a senti venir le coup, il gagne beaucoup d'argent par la spéculation. Thierry Lenz, historien, auteur du livre L'assassinat de John Fitzgerald Kennedy, histoire d'un mystère d'État. Et puis il participe d'une façon directe ou indirecte, on ne sait pas trop, au trafic d'alcool pendant la Prohibition. Où là, il va gagner aussi des sommes folles. Et donc, il devient une espèce de financier à qui le Parti démocrate va faire les yeux doux, etc. Et il va être un de ceux qui financent les campagnes de Roosevelt. Il se trouve qu'en plus, il est marié avec la fille d'un ancien maire de Boston, ce qui le place encore plus dans la bonne société de l'Est américain. Et ce personnage qui va investir à Hollywood, qui va avoir des maîtresses parmi les plus belles actrices de la société de l'époque, etc., plus tous les enfants qu'il va faire à son épouse Rose Kennedy, cet homme-là devient un homme en vue, et une fois que les affaires un peu sales ont été réalisées, il devient une espèce de bourgeois honorable, mais qui a gardé les connexions de son temps un petit peu plus agitées. Il faut rajouter que Joe Kennedy a été à un moment donné envoyé par Roosevelt comme ambassadeur en Angleterre, qu'il y est arrivé en famille, avec ce style décontracté américain qui était peu connu à l'époque en Europe et qui plaisait énormément. On a des quantités de films, des enfants Kennedy dans les soirées londoniennes, etc., de la famille qui donne des interviews. Enfin, ils ont été célèbres tout de suite. Le problème, c'est que Joe Kennedy est en politique étrangère, probablement peu réfléchi, et il fait des choix qui sont favorables, on va dire, à une alliance entre l'Angleterre et l'Allemagne nazie, et même à un isolationnisme bienveillant de la part des États-Unis vis-à-vis de l'Allemagne. Le scandale est tel que Roosevelt va être obligé de le rappeler aux États-Unis, et là on peut dire que toutes les ambitions politiques de Joe Kennedy, là, sont mortes ce jour-là. Joe Kennedy nourrit alors de grandes ambitions pour ses enfants. Joe Kennedy, qui sait que lui-même n'a pas un grand avenir politique devant lui à cause de ses positions ouvertement pro-nazies, veut que son fils aîné, Joseph, Joe, comme lui, devienne président des États-Unis. Nicole Bacharan. C'est pas une ambition vague, c'est vraiment une construction très précise. Il fait en sorte de s'allier à tous les milieux politiques influents, à Boston et au-delà de Boston. Il envoie donc ses fils à l'université de Harvard, et l'héritier, c'est l'aîné, c'est Joseph. Le jeune Joe Jr. est pilote pendant la Seconde Guerre mondiale, et il est abattu par un avion allemand. Donc, sans hésiter, le fardeau ou la charge ou la gloire familiale, en tout cas, revient au second, qui est John Kennedy, lui-même qui sera gravement blessé dans le Pacifique. Il était dans la Navy, il va être très gravement blessé au dos, une blessure dont il gardera des séquelles, mais en tout cas, c'est lui qui devient l'héritier, et pour son père, qui est programmé pour être président des États-Unis. I, John Fitzgerald Kennedy, do solemnly swear to preserve, protect, and defend the Constitution of the United States. So help me God. Alors, Joe Kennedy va financer toute une série d'événements. Par exemple, John Kennedy écrit un petit livre qui est aujourd'hui, quand vous lisez ça, c'est un livre de gare, sur le courage de quelques grands hommes, etc. Joe Kennedy lui fait avoir le prix Pulitzer. Il était probablement plus cultivé que ses adversaires politiques, sans doute, mais c'était pas non plus le grand intellectuel américain. Pour parvenir à ses fins, Joe Kennedy ne recule devant rien. Il active même ses contacts du crime organisé car, oui, il entretient des liens avec la pègre. Joe Kennedy, donc le père, a toujours eu partie liée avec la mafia. Non seulement à Boston, dans ce qui était autrefois le milieu de l'alcool de contrebande, à Hollywood,
à Chicago, avec des personnages comme Sam Giancana, par exemple, qui sont vraiment des patrons du crime organisé. Et on dit que ça n'aurait pas été anodin dans la victoire présidentielle de John Kennedy en 1960, que les voies nécessaires à sa victoire dans l'État de Chicago, dans l'Illinois, auraient été renforcées par un petit coup de pouce de la mafia locale. La mafia, et notamment Sam Giancana, dit Momo, ont favorisé l'ascension politique des Kennedy, voire l'élection à la présidence de John Kennedy. D'après le FBI, qui a enregistré une discussion entre deux parrains, Rosélie et Momo, le crime organisé aurait reçu une aide financière pour soutenir la campagne de Kennedy. Sam Giancana, c'est le patron de la mafia de Chicago. Thierry Lenz. La mafia de Chicago est mêlée d'assez près à l'élection de John Kennedy, puisque on sait aujourd'hui, on va dire à 90%, que l'élection présidentielle a été truquée en Illinois, et comme Kennedy n'a gagné que de 100 000 voix, évidemment, toutes les voix à ce moment-là étaient bonnes à prendre. Giancana a considéré qu'il avait passé un marché, mais un marché tacite, à mon avis, avec John Kennedy. C'est-à-dire, ils ne se sont pas vus dans un bistrot en se disant « tu me fais gagner les élections et jette tes affaires ensuite ». Non, mais c'était une espèce, pardonnez-moi l'expression, elle est un peu brutale, mais de code d'honneur que Sam Giancana envisageait. Alors, il se trouve qu'en plus, ils ont des amis communs, ils ont même maîtresse commune à certains moments, enfin bon, tout ça est de notoriété publique, et que Giancana, il fait partie de cette organisation du crime organisé aux États-Unis. Il est un des grands parrains, on dirait aujourd'hui, de cette organisation du crime, alors même que c'est un petit bonhomme que l'on donnerait presque le bon Dieu sans confession. Il a des activités légales qui lui permettent à peu près de surnager, même si c'est ça qui est tout à fait épatant, c'est que dans la presse américaine, on le désigne comme un de ses parrains. And I can assure you that every degree of mind and spirit that I possess will be devoted to the Après son élection, John Fitzgerald Kennedy nomme son frère Robert comme ministre de la Justice. Et Robert Kennedy part véritablement en guerre contre la mafia. Les parrains Carlos Marcello, Santos Trafficante, John Rosélie et Sam Giancana ne purent plus dormir tranquilles. John Kennedy, quand il devient président, il nomme comme Attorney General, comme ministre de la Justice, son frère, que tout le monde appelle Bobby, Robert Kennedy. Nicole Bacharan. Il le nomme près de lui parce que c'est vraiment l'homme dans lequel il a une confiance totale, confiance réciproque, complicité absolue. Les deux frères sont vraiment comme les deux doigts de la main. L'expression est banale, mais elle est dans leur cas tout à fait juste. Et sachant que le ministre de la Justice est aussi celui qui couvre, si j'ose dire, la sécurité du président, qui couvre le FBI, la place de Bobby Kennedy à ses côtés est tout à fait cruciale. Et puis, il se retrouve au ministère de la Justice. Thierry Lenz. Et là, on commence à découvrir un homme un peu plus idéaliste qu'on ne l'avait cru. Alors, pas encore le Robert Kennedy des années 65-68, mais quand même qui veut faire le ménage. Comme il a pris très au sérieux les commissions d'enquête contre la mafia auxquelles il a participé dans les années 50, il s'est vraiment pris au jeu et il décide de faire la chasse à la mafia. Alors, la mafia, à ce moment-là, est volontairement ou non, ça n'est pas notre sujet, protégée par le FBI, car J. Edgar Hoover, le patron du FBI, prétend qu'il n'y a pas de crime organisé aux États-Unis, en tout cas pas de crime organisé de telle sorte qu'il devienne un crime fédéral. Donc c'est aux États de se débrouiller avec chacun sa petite mafia et qu'il n'y a pas de réunion générale de tout ça. Robert Kennedy est convaincu du contraire, et il a raison, évidemment. Et donc il va mener une guerre financière, une guerre de police contre cette mafia, et on va dire sincèrement la mettre en colère. La mafia a considéré qu'ils avaient rendu un service au Kennedy au moment de l'élection présidentielle et que le moment était venu de renvoyer l'ascenseur. Sauf que Robert, lui, n'est pas du tout sur cette longueur d'onde et finalement il réussit à convaincre son frère, dont je vais dire la lutte contre le crime n'était pas le sujet qui le faisait vibrer tous les matins. Robert Kennedy déclare: Si nous n'attaquons pas le crime organisé avec des armes et des techniques aussi efficaces que les leurs, ils nous détruiront. Dans son viseur, il y a notamment Jimmy Hoffa. Jimmy Hoffa, c'est le patron des Teamsters, des camionneurs. Nicole Bacharan. Et c'est un des syndicats officiels
un syndicat ouvrier, les plus puissants des États-Unis. Donc dans toute négociation avec le gouvernement, dans l'aspect fédéral des lois sur le travail, sur les salaires, etc., Jimmy Hoffa et les Teamsters, les camionneurs, jouent un rôle crucial. Jimmy Hoffa est aussi un membre éminent et reconnu de la mafia. La tête de ce syndicat est extrêmement corrompue et Bobby Kennedy s'en est pris à lui très tôt, même avant d'être au gouvernement, quand il était dans les commissions parlementaires, des commissions d'enquête. Il a interrogé très durement Jimmy Hoffa, des auditions publiques qui plus est, et Hoffa garde de Bobby Kennedy et des frères Kennedy une rancune définitive. Robert Kennedy est allé quand même très très loin. Thierry Lenz. Dans les années 50, on a le fameux débat entre Robert Kennedy, qui est l'espèce d'avocat d'une commission d'enquête, qui s'en prend à Jimmy Hoffa, le patron du syndicat des camionneurs, des Teamsters, comme on dit aux États-Unis, et c'est d'une violence verbale, à ce moment-là, inouïe. On a 50 déclarations de Hoffa qui promet de s'occuper de Robert Kennedy. Ils sont véritablement en guerre ouverte, y compris dans les menaces réciproques. Did you say that SOB, I'll break his back? Who? You. I don't know what you're talking about. Mr. Hoffa, I'll tell you what I'm talking about. I'm trying to find out whose back you were going to break. Figure of speech. Et Bobby va engager, donc avec l'appui de son frère président, il ne l'aurait pas fait contre, une véritable guerre contre la mafia. Nicole Bacharan. Une guerre vraiment pour tenter de diminuer l'influence du crime organisé. Et évidemment, cette guerre contre la mafia, qui sera ressentie dans certains milieux comme une trahison, a toujours été évoquée comme un des possibles facteurs de la mort tragique des deux frères. Lorsqu'il apprend le décès de John Fitzgerald Kennedy, Jimmy Hoffa est ravi. Robert Kennedy, qui est alors ministre de la Justice, est en séminaire pour 2 jours. Et le 22 novembre, il parle justement de Sam Giancana et de Chicago. J. Edgar Hoover, le patron du FBI, annonce qu'on venait de tirer sur le président. Le ministre a alors confié à son attaché de presse « Je pensais qu'ils auraient l'un de nous et je pensais que ce serait moi ». D'ailleurs, quelles sont les hypothèses avancées ? Si la pègre en veut délibérément à Robert, pourquoi s'en prendre aux frères ? Simplement, si on tue Bob, on met John en colère. L'affaire, c'est d'éliminer Robert. Or, pour l'éliminer des dossiers, rien de tel que de tuer son frère. Il ne sera plus ministre de la Justice ensuite. C'était un calcul réussi, car Johnson, qui devient président après Kennedy, déteste Robert Kennedy. Et donc les deux vont faire semblant de s'entendre pendant 1 an. D'ailleurs, Robert est tellement déprimé qu'il ne s'occupe absolument plus de son ministère pendant cette année-là. Et donc, ils vont en tirer les conséquences ou les conclusions. Séparons-nous. Mais il va subsister entre Robert Kennedy, le blanc-bec, comme l'appelait Johnson, et Johnson, une haine farouche qui va durer jusqu'à la fin. La mafia était-elle de mèche avec Oswald ? 60 ans plus tard, nous n'en avons toujours pas la preuve. Par contre, ce qui est évident, c'est que le crime organisé a également d'autres raisons de s'en prendre à John Kennedy. Les intérêts financiers perdus à Cuba ainsi que l'échec de la baie des cochons est à leurs yeux impardonnable. Une série réalisée par Cécile Posse et Bawandine.